J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez bien. Mettez-vous en ligne, on s'est laissé. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on s'est laissé. Mettez-vous en ligne, on s'est laissé. Mettez-vous en ligne, on s'est laissé. Chers parents, chers amis. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, on s'est laissé. L'incontournable. Donnez-moi mes étoiles en quittant ici. Donnez-moi mes étoiles. Partagez le direct. Partagez-le massivement. Partagez-le massivement. Partagez-le massivement. Partagez-le massivement. Partagez le direct dans les groupes. Partagez-le dans les groupes. Partagez-le sur vos murs. Et taguez vos amis. Et n'oubliez surtout pas de me donner mes étoiles. Alors, je ne vais pas trop durer. Nous allons faire le direct le plus tôt possible. Parce qu'il se fait déjà tard. Donc, on va aller vite. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Voilà. Et à toutes celles qui sont connectées. C'est très important. Donc, bonsoir à vous. Dans peu de temps, il va être... voilà, il est déjà... Donc, bonjour à toutes les personnes connectées. Il est déjà 0h01 minute ici. Voilà. Merci Tiene Aboubaka de m'avoir donné des étoiles. Que Dieu vous bénisse. Donc, donnez-moi mes étoiles en quittant ici. Donnez-moi mes étoiles en quittant ici. Faites comme Kone Bobaka. Il vient de me donner mes étoiles. Donc, faites comme Kone Bobaka. C'est très important. Alors, donc, écoutez, on rentre dans le but du sujet. Ah, tiens, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guerre complet, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas. Ah, mais désolé. Donc, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien du temps, appelez-moi Bonbon, l'infant mauricien qui est plein de El Padrino Camari des Oulamoudja. Alors, nous voilà, nous vous disons cette caméra pour parler de ce qui se passe en Ukraine. On ne va pas trop durer, mes frères et sœurs, parce que on fait le point aujourd'hui parce que j'ai vu qu'il y a assez de propagande. Il y a assez de propagande et même ceux mêmes qui font cette même propagande commencent à douter de leur propre propagande. C'est très important. Ils nous ont annoncé depuis le mois de mai, juin, juillet, août, une contre-offensive ukrainienne. Je dis bien, ils nous ont annoncé pendant des mois. Parce que nous tombons dans le 7e mois de cette opération spéciale. Je dis bien, c'est le 7e mois. Donc, on tombe dans le 7e mois de l'opération spéciale. On nous avait annoncé que non, il allait avoir une contre-offensive et que Kherson allait être libéré et la Crimée allait être libérée. J'ai l'impression que ceux-mêmes qui tiennent ces genres de propos, j'ai l'impression que c'est des gens, je ne sais pas d'où ils viennent. Ils pensent qu'ils ont affaire à une armée comme celle de l'Irak ou de la Libye ou une armée africaine qui est en face. On leur parle de la Grande Russie. Cette Grande Russie, dans le passé, qui avait cassé les dents aux armées, soi-disant les plus puissantes du monde. Napoléon, qui conduisait l'une des armées les plus puissantes, même la plus puissante du monde, qui s'est vu casser les dents en Russie. Ils avaient vu cette armée européenne puissante qui était dirigée par le Führer de l'Allemagne qui s'est vu casser les dents. Et même dans le passé, l'Empire ottoman qui s'était vu casser les dents par
Les Russes, est-ce que vous comprenez? Et même le Japon s'était cassé les dents de l'autre côté. Les Chinois même se sont vus casser les dents avec les Russes. Ah oui, oui, déjà ils ne savent pas, mais vers la Sibérie, là, voilà, la Russie a conquis une partie de la Chine, a pris une partie, les îles Kuriles, c'est une partie du Japon. Mais les gens, ils ne savent pas. Crimée et tout ça, là, ça appartenait à la Turquie. C'était les Russes qui avaient chassé les Turcs, les Ottomans là-bas. Pendant que les Turcs régnaient partout, ils prenaient l'Europe, ils prenaient l'Afrique, ils contrôlaient les trucs, je peux dire, ils contrôlaient la Tunisie, hein, l'Algérie, et une partie de la Libye, et tout ça. Mais les Russes les avaient chassés de la Crimée, ils leur ont fait casser les dents là-bas. Donc la Russie, là, c'est pas un petit pays. C'est un pays qui connaît ce que c'est que la guerre. C'est un pays qui sait se défendre et qui sait faire la guerre. C'est très important. Donc les Occidentaux, ils font semblant comme si ils étaient en face d'un petit pays. Eux-mêmes, ils ne voient pas que malgré les aides occidentales, malgré les alliés que l'Ukraine a, l'Ukraine n'arrive même pas à prendre une ville. L'Ukraine n'arrive pas à faire le poids. Malgré leurs milliards, leur argent qu'ils donnent aux Ukrainiens, les milices, les mercenaires, les armes qui font abattre sur l'Ukraine, l'Ukraine n'arrive pas à avoir l'avantage militaire. Et c'est dans les médias, ils font croire aux gens que les Russes n'ont plus de stock d'armes. Ah, les Russes n'ont plus de stock d'armes et que c'est fini. Réveillez-vous quand même. Si les Ukrainiens frappent derrière les lignes de trucs, bon, les Russes ne vont plus avoir de trucs de stock d'armes. La Russie qui est grande comme ça, là, hein, qui a des armeries partout, qui fabrique des armes dans des usines à travers toute la Russie, là. Est-ce que ce sont ces usines-là ils ont bombardé? Mais avant que les gens ne parlent, ils doivent réfléchir. Les Russes, ils n'ont pas bombardé ces usines qui quittent des trucs du sud jusqu'à au nord là-bas. Même en Sibérie, il y a des usines de fabrication d'armes. À Moscou, il y en a. À Saint-Pétersbourg, à Kram... C'est moi qui veux citer. Il y a des usines d'armes à travers toute la Russie. Ces usines n'ont pas été touchées. Ce sont les usines, les fabrications de trucs, les fabricants d'armes, ces usines qui sont en Ukraine, qui ont été détruites. Et la Russie, ce que l'Occident oublie, est un pays militarisé. La Russie est un pays militarisé. Donc c'est un pays qui se prépare depuis longtemps. L'Occident, dans sa tête, pense que la Russie est faible. Non, la Russie se voit encerclée. Et donc pendant des années, elle a pris le temps de fabriquer des armes, des armes, des obus, des munitions, toutes sortes d'armes, et cherchant des parades pour contrer l'Occident. D'où cette histoire de missiles hypersoniques. Et donc les Russes, dans leur idéologie, il faut se défendre, ils devraient se défendre face à l'OTAN. Et donc toutes ces années-là, les armes soviétiques et les nouvelles armes, ils ont accumulé ça, ils ont accumulé ça. Et donc c'est ce qui effraie les Occidentaux. Or les Occidentaux, ils se disent, bon, nous sommes les maîtres du monde, c'est nous qui encerclons la Russie, on est protégé par les Américains, on s'en fout. Ils fabriquent un peu d'armes avec 250 000 militaires, ils pensent qu'ils sont forts. Et la réalité les rattrape. Ils voient que non, face à une guerre de haute intensité, ils ne peuvent pas tenir pendant longtemps parce qu'eux, ils n'ont pas de munitions. Et eux, ils ne peuvent pas tenir. Mais les Russes, il y a longtemps, il y a des années qu'ils se préparaient à un tel affrontement. Et donc, quand ils disent munitions, les Russes, ils ont des munitions. Ce n'est pas munitions qui manquent aux Russes. Ils disent, non, les sanctions, les puces électroniques vont manquer aux Russes. Mais est-ce que les Russes n'ont pas ils ont d'autres partenaires? Ils peuvent passer par l'Inde, ils peuvent passer par la Chine, qui peut commander ces puces et revendre ça à la Russie. Mais est-ce que ce n'est pas ce que les Occidentaux font? Quand ils ont sanctionné la Russie au niveau du pétrole et du gaz, mais l'Inde paye ce même pétrole-là qui revend ça aux Occidentaux, non? L'Arabie Saoudite paye ce même pétrole pour revendre ça aux Occidentaux. Et donc les Russes
peuvent donner de l'argent aux Indiens, ils payent, ils redonnent aux Russes, ou bien les Chinois. Donc ça revient au même. Si c'est histoire de puces électroniques, les Russes vont avoir ça. Il faudrait que ça soit clair. Il ne faut pas les Occidentaux vont se tromper sur ça. Et donc ils pensent à ça, ils pensent que non, avec ça, bon, les Russes ne pourront plus concevoir d'armes de nouvelle génération. Mais c'est du n'importe quoi. Il faut être naïf pour penser à de telles âneries. Il faut être borné pour penser que non, ils ne vont plus avoir de puces électroniques. C'est du n'importe quoi. C'est pas en Occident, ces puces sont fabriquées. C'est fabriqué à Taïwan et en Corée du Sud. Il suffit de passer par un autre pays qui n'a pas de problème avec Taïwan ou qui n'a pas de problème avec la Corée du Sud. Ce pays paye et revend ça à la Russie. C'est tout. Est-ce que dans ça, on a besoin d'être sorcier? On n'a pas besoin d'être sorcier. Même un enfant qui vient de naître, il sait qu'on peut contourner tout ce qui est sanction dans ce monde-là. On peut contourner ça. Donc, ils peuvent avoir les puces électroniques et puis eux-mêmes, ils vont se lancer là-dedans, les recherches pour fabriquer les puces électroniques et tout ça. Donc, il faudrait que ça soit clair dans les têtes des Occidentaux. Donc, cette histoire d'offensive qui nous avait annoncé pendant des années, pendant des mois, tourne au vinaigre, tourne en une boucherie humaine. Il faudrait que ça soit clair. C'est-à-dire, les Ukrainiens ont lancé, ont tenté 2 fois, le lundi et le mardi. Donc, 2 tentatives de contre-offensive à vouloir percer les défenses russes. Or, cette région de Kherson, c'est une région plate. Il n'y a pas histoire de montagne. Ah tiens, il n'y a pas histoire de... C'est-à-dire, quand tu arrives, l'ennemi te voit de loin. Voilà pourquoi les Russes, quand ils sont arrivés au niveau des trucs de Kherson, ils ne veulent pas avancer comme ça. Parce qu'à l'aide du drone, tu es à découvrir, à visage découvert, c'est-à-dire tu es exposé. Tes matériels militaires sont exposés vis-à-vis de l'ennemi. Donc, quand tu veux avancer, l'ennemi, il peut te voir de loin et contre-attaquer. Mais malgré ça, les Ukrainiens, ils se sont entêtés. Ils disent, oh, ils vont aller attaquer. Mais quand tu veux attaquer là, est-ce que tu préviens l'ennemi pour dire, je vais attaquer dans tel endroit? Depuis que je suis né là, c'est la première fois que je vois qu'une armée veut attaquer et puis dire, nous là, on va attaquer au sud, on va attaquer dans tel truc, on se concentre, on est 1 million, et puis vous donnez votre nombre, on est 1 million, on a telle arme, on va attaquer, on va prendre Kherson, après on va aller libérer la Crimée. Et donc, lui que vous voulez attaquer, là, lui là, il dort. Lui, il est là, il est dans un coma calamiteux. Il ne se prépare pas. Il n'envoie pas de renfort. Et puis ils sont là, un bon matin, ils attaquent. Et ils pensaient que non, c'était fini comme ça. Premier jour, ils ont perdu 560 militaires sur le terrain de bataille. Deuxième jour, ah tiens, ça fait 1000. Non, hier, jusqu'à aujourd'hui, truc, voilà. Ils avaient lancé l'attaque comme... C'était le dimanche nuit, non? Dimanche nuit. Jusqu'à, ils vont dire, lundi matin, lundi, dans l'après-midi, quelque chose comme ça, ça faisait 1200 militaires qui étaient éliminés. Aujourd'hui, ils ont continué les bêtises là encore. Leur histoire de contre-offensive, ah tiens, ça fait 1700 à 2000 militaires qui ont été éliminés côté ukrainien. C'est-à-dire, et 4 avions ukrainiens abattus, 2 MiG 25, un MiG 24 et un MiG 29 et 8 hélicoptères abattus. Donc ça veut dire au total les Ukrainiens ont perdu au moins 4 avions et 8 hélicoptères. Bon, ces armes viennent d'où? Ça vient de l'Occident, hein? C'est l'Occident qui les alimente en armes, hein? Vous allez dire ils ont trouvé les MiG et les Sukhoi. Mais ils trouvent ça dans les anciens pays membres de l'Union soviétique. Parce qu'ils avaient les mêmes armements.
Est-ce que vous comprenez? Donc les MiG, les Sukhoi et tout, vous pouvez les trouver en Pologne, en Estonie, en Lituanie, en Bulgarie, tout ça. Vous pouvez même les trouver en Grèce et les S-300 et tout. Donc ce sont ces pays-là, l'Amérique les pousse à livrer ces pays, ces armes. Et pour que l'Amérique, par la suite, puisse vendre ces armes. Donc c'est un business pour les Américains. Est-ce que c'est l'Amérique pousse les ex-pays de l'Union soviétique à se désarmer, à donner toutes les armes à l'Ukraine. Parce que soi-disant, il faut combattre les Russes. Mais derrière ça, parce que les ex-pays membres de l'URSS ne comprennent rien. Quand ils vont finir de se désarmer, l'Amérique va dire, mais armez-vous. Et donc, moi, j'ai des armes, je vais vous vendre mes armes. Et donc, c'est une manière de les pousser à se désarmer. Et après, l'Amérique va leur proposer des armes américaines. Et donc, eux, ils vont acheter les armes américaines. Et donc, l'Amérique va gagner du terrain en matière de vente d'armes. Voici la stratégie américaine. Voilà pourquoi les Américains ne veulent pas que ça cesse. Tant que ça continue, les pays vont se désarmer. Et puis, bon, par la suite, ils vont aller acheter leurs armes chez les Américains. Et donc, toutes ces dépenses militaires que les Américains font, mais les Américains vont obtenir cet argent via des pays qui se seront déjà désarmés à cause de l'Ukraine, qui vont aller acheter des armes auprès des Américains. Et donc, s'ils n'ont pas d'argent, les Américains vont leur prêter de l'argent et puis cet argent, ils vont prendre ça pour acheter des armes et l'Amérique pourra encore davantage les contrôler, politiquement parlant, militairement parlant et économiquement parlant. Et c'est ce que l'Amérique vise. Mais les pays membres de l'Union européenne ne voient rien. Ils ont les yeux fermés, ils font tout ce qu'on leur demande. L'oncle Sam leur demande, c'est tout ce qu'ils font. Et ils ne comprennent rien du tout. Voici la vision qui est cachée derrière cette histoire de livraison d'armes. L'encouragement des Américains, voici ce qui ça cache. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont dit, ils lançaient une contre-offensive. Voilà, ça s'est terminé en une bouchée humaine. L'Ukraine a échoué. Et la Russie vient de lancer une contre-offensive contre les positions ukrainiennes. Ils avancent vers Nikolaev. Et comme Kherson, entre Kherson et Nikolaev, c'est une plaine. Plaine, c'est un truc qui est, voilà, donc les Russes sont en train de contourner les trucs. Et puis en Ukraine, il y a beaucoup de forêts. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'Irak en Libye, où tout est histoire de désert. Est-ce que vous comprenez? Dans le désert, c'est libre. L'autre, il est de l'autre côté, tu le vois de loin, tu le frappes. Là où il peut se cacher, c'est dans les grottes, ou bien truc, mais en Ukraine, c'est une question d'arbres. Il y a des forêts. Et donc, les Ukrainiens, ils se cachent dans les forêts. Mais l'hiver n'est pas encore arrivé. Tout est touffu, tiens. Tout est touffu. Donc, les avions de guerre ne voient pas. Parce que pour voir, les avions de guerre ont besoin de trucs, d'un climat truc pour bien filmer. Mais si les militaires, les chars de guerre sont cachés dans les forêts et puis camouflés avec des trucs, ils fabriquent leurs tissus bizarres là, ils camouflent, ils mettent des feuilles fraîches sur ça pour rendre ça invisible. Imaginons la nuit encore à tir. Donc c'est ça qui fait que les Russes, ça les fatigue en fait. Mais ce que Poutine attend, c'est que quand l'hiver va commencer, vous savez, ici en Europe, les arbres perdent leurs feuilles. Est-ce que vous comprenez? Quand l'hiver veut arriver, avant que décembre n'arrive, nous bientôt novembre, non? Non, septembre, octobre, novembre. Donc avant que décembre n'arrive là, les arbres vont perdre leurs feuilles. Donc en novembre déjà les feuilles vont tomber. Les feuilles vont tomber et les arbres n'auront plus de feuilles. Et donc les Ukrainiens qui se cachaient dans la forêt, ils seront à visage découvert. Donc ce qui va faire que les drones russes vont les repérer, les hélicoptères de combat, les avions de combat vont les repérer, les endroits où ils sont cachés, les chars de guerre où c'est caché, ils vont frapper. Est-ce que vous comprenez? Donc quand les gens ils disent non, ça s'enlise, rien ne s'enlise, ne les écoutez pas.
Quand ils disent non, la guerre s'enlise, rien ne s'enlise. Ah tiens, il y a des renforts russes qui viennent en ce moment. Ils ont débloqué 80 000 trucs soldats avec des nouveaux matos, des nouveaux matériels qui viennent. C'est-à-dire les nouvelles armes russes viennent maintenant. Parce que ce qui était sur le champ de bataille, c'était les armes soviétiques. Voilà, des années 60, des années 80, qui ont fait leur baraque, qui ont permis aux Russes de prendre 20% du territoire. Maintenant, ce qui vient, comment les Russes voient que les Occidentaux se sont investis. C'est une question maintenant de trucs du bloc occidental et le bloc russe. La Russie seule. Donc les Russes ont dit, bon ok, il n'y a pas de souci, vous envoyez de jour en jour des nouvelles armes de longue portée, les trucs, les armes occidentales et tout. Bon, nous aussi on va maintenant envoyer nos nouvelles armes, on va tester ça maintenant. Donc il y a des nouvelles armes qui viennent. Les Russes se concentrent à lancer une grande offensive. Et donc cette grande offensive doit attendre. Ils doivent attendre pour que quand l'hiver va s'approcher, les feuilles des arbres vont tomber et donc les Ukrainiens n'auront plus d'endroit où se cacher. Parce que pour le moment, l'Ukraine est un pays où il y a assez de trucs de montagne, il y a des trucs de la forêt et donc c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué pour... Parce que là où les Américains avaient intervenu en Irak, là-bas, il n'y a pas de forêt, tout est désert. Tout est désert, donc les drones peuvent bien filmer. Il n'y a pas un endroit où ça peut se cacher. S'il veut se cacher, c'est dans des maisons, il se cache. Le drone frappe la maison. Mais là, c'est une question de forêt, tout est, voilà, tout est caché et tout. Voilà, donc pour mener une opération de telle envergure, il faut être... Pareil, les Ukraines et puis Russie, là, c'est des pays où il y a beaucoup de forêts. C'est là-bas, les Européens, ils coupent leur bois pour fabriquer des lits, des trucs, des armoires et tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des pays où il y a beaucoup de forêts. Et l'Ukraine, c'est pas un petit pays, c'est un grand pays. Et ce grand pays est soutenu encore par au moins 40 pays. Est-ce que vous comprenez? 40 pays. Ceux qui disent non, la Russie n'arrive pas à prendre la petite Ukraine. Mais la Russie n'a pas lancé une guerre totale contre l'Ukraine. La Russie est en Ukraine en nombre inférieur. C'est-à-dire la Russie n'envoie pas un gros lot de militaires. Elle ne déclare pas pour dire, bon, je vais envoyer 500 000 trucs soldats ou bien 400 000 soldats. Non. La Russie maintient toujours le même nombre de soldats et fait une rotation. C'est-à-dire ceux qui combattent, quand ils sont fatigués, ils rentrent. Il y a d'autres qui viennent, mais elle ne dépasse pas le nombre de 170 000 combattants. Pendant ce temps, tout l'Occident est mobilisé. Toute l'Ukraine est mobilisée. Est-ce que vous comprenez? Sans compter même les mercenaires. Ils envoient les mercenaires, ils envoient des armes. Donc la Russie est en face de trucs de 40 pays qui arment l'Ukraine jusqu'au dents. C'est ça qu'on appelle alliés. On appelle ça alliance. Donc ils soutiennent l'Ukraine bec et ongle, en argent, en armes, en politique, en renseignement, sur tous les plans, ils aident les Ukrainiens. Donc, ce ne sont pas les Ukrainiens seuls qui sont face à la Russie. Hein. C'est parce que la Russie est un pays puissant et fort. Voilà pourquoi. Sinon, si c'était un pays moins fort il y a longtemps, ils allaient fuir en débandant truc en Ukraine. Ils allaient fuir. Donc, vous devez comprendre. Ce n'est pas histoire de petits Ukraine. Si c'était Ukraine seule, sans aide occidentale, américaine et tout, sans les 40 pays il y a longtemps, j'ai dit il y a longtemps, toute l'Ukraine était déjà tombée. Et puis les Occidentaux, ils sont conscients. Ils savent que l'Ukraine, elle seule, ne peut pas. Ceux qui font face à la Russie, ce sont des milices. Parce que l'Ukraine n'a plus d'armée. Quand ils disent on va former l'armée ukrainienne, hier, Joseph Borrell a déclaré que non, eux, ils vont former l'armée ukrainienne. Chaque pays de l'Union européenne doit prendre des Ukrainiens pour les former et les ramener en Ukraine pour mener la bataille. Donc, qu'est-ce que vous appelez? C'est une implication directe. C'est une implication. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à pousser les Ukrainiens, les hommes ukrainiens, à se faire éliminer pour leurs intérêts. Et les Ukrainiens, ils ne comprennent pas. Donc, chaque pays de l'Union européenne doit prendre des soldats ukrainiens pour les former. Ça veut dire qu'ils sont 27. Les 27, là, chacun va prendre un nombre. Bon, les Américains aussi vont prendre, les Canadiens vont prendre, les Anglais vont prendre. Et puis qui encore? En dehors d'eux, il y a d'autres qui vont, les Japonais vont former, les Turcs
vont former. Donc, tous ceux-là, quand ils vont les former, ça va faire combien de militaires? Mais ça va faire encore un très grand nombre. Est-ce que vous comprenez? Ils vont aller les déverser là-bas pour dire allez-y combattre. Sans compter les milices. C'est-à-dire, il y a des mercenaires qui vont là-bas. Hein. En Ukraine, là, vous pensez que ce sont des soldats ukrainiens seuls? Non, 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 non. Il y a des mercenaires qui viennent de partout, qui sont payés, qui s'en vont là-bas, soi-disant pour aider les Ukrainiens. Ceux qui sont les russophobes, ceux qui détestent les Russes en Europe ici, ils sont nombreux là-bas. Ils sont nombreux, oui, ils sont nombreux. Les Américains, ils sont versés. Même il y a des Brésiliens là-bas. Hein. Ah oui, c'est pas une petite affaire. Il y a des Brésiliens qui s'en vont parce que c'est une question de trucs de jetons. Il y a assez d'argent en jeu. Donc chacun s'en va chercher son jeton. Si tu mets là-bas, tant pis. Si tu ne mets pas, mais tu prends ton argent et puis tu te casses. Voilà pourquoi quand les étrangers sont tués, les soldats ukrainiens les fouillent pour chercher l'argent sur eux parce qu'ils sont avec leur argent et puis ils s'en vont au combat. Donc c'est une question de trucs de jetons. Donc, ce n'est pas petite Ukraine, hein, c'est-à-dire c'est un grand monde derrière Ukraine face à la Russie seule. La Russie est puissante parce qu'elle n'a pas encore demandé à ses alliés de se mêler des trucs du mouvement. Elle seule, elle fait balbutier l'Occident tout entier. Est-ce que vous, l'Occident tout entier plutôt, est-ce que vous comprenez? Donc, la Russie seule face à l'Occident. C'est-à-dire les alliés russes ne sont même pas encore rentrés dans la... Même la Biélorussie qui est là n'est même pas encore rentrée dans la danse. La Chine non plus. La Corée du Nord non. L'Iran non. Et je vais citer encore le Brésil, le Venezuela, le Cuba, l'Afrique du Sud, la Syrie. Oh mais l'Algérie. Ces pays-là ne sont pas encore rentrés en danse. Mais les Européens, il commence à dadiner face à Poutine. Poutine les seuls et puis il fait front aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique et les gens ont dit oh, première puissance du monde. Les gens ont peur d'eux dans tous les domaines. Voilà Poutine, lui seul, avec sa Russie là, qui font front aux États-Unis plus aux Européens. Et puis ils n'arrivent pas à mettre la Russie en genoux. Ils n'arrivent pas hein, à gagner la bataille. Les Ukrainiens, en 2 jours de trucs d'assaut, ils ont perdu 40 chars de guerre. Plusieurs véhicules, blindés, détruits. Des systèmes de trucs. 1700 à 2000 soldats perdus 2 jours. Donc, imaginons combien de... C'est-à-dire, Zelensky, il envoie son peuple à l'abattoir. Ça avait dit c'est 2000 femmes célibataires. 2 jours seulement, il a rendu 2000 femmes veuves ou célibataires comme ça, tiens. Donc, à un moment donné, en Ukraine, les femmes n'auront plus de mari. Parce qu'il n'y aura plus d'hommes. D'ailleurs, là-bas, il y avait plus de femmes que d'hommes. En Ukraine, là-bas. Et ce mouvement qui est venu encore, ça va augmenter encore leur détresse. Oh Seigneur, c'est pas la peine. Donc, du coup, celles qui étaient mariées, là, elles ne vont plus avoir des trucs d'hommes. Parce que les hommes vont tous finir... ils vont tous rester au front. Donc, tiens, les Ivoiriens, vous, Africains, vous qui cherchez trucs, femmes sur Internet, allez-y en Ukraine, cherchez vers Ukraine. Traduisez. Elle parle anglais aussi. Traduisez, vous allez chercher là-bas. Elles sont maintenant veuves, elles sont trucs célibataires. Peut-être vous allez attraper pour vous. Vous allez les inviter. Viens en Afrique, en vacances. Vous allez avoir pour vous. Donc, voilà un peu. Donc, voici un peu. Voici un peu ce qui se passe à Tia. Donc, les choses avancent. En fait, la Russie a décidé, Gazprom a décidé de couper le gaz à Engie. Donc, Engie est une société française. Est une société française qui, dans le domaine énergétique, c'est très important. Et donc, cette société avait conclu de payer sa facture en roubles. Est-ce que vous comprenez? Puisque la Russie vend son pétrole auprès des sociétés, elle a été sanctionnée. Mais les différents États européens ont donné l'ordre à leurs différentes sociétés de traiter avec Gazprom pour payer l'énergie, que ce soit le pétrole ou le gaz en roubles. Et donc, les différentes sociétés qui traitent avec la société russe Gazprom
on conclut de payer ça en roubles. Parce que quand c'est payé en euros ou en dollars, les Européens bloquent ça parce qu'ils disent non, eux, ils ont mis une sanction, donc ils ne peuvent pas donner l'euro. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Puisque Gazprom est situé en Suisse, et donc, ils s'en vont échanger l'euro ou le dollar au sein de Gazprom. Et donc, Gazprom, à son tour, envoie truc, paye ça en rouble. Donc, c'est-à-dire, eux, ils payent le rouble dans la main du truc de Gazprom. Et Gazprom leur dit, bon, le rouble que vous avez payé, voilà, donnez-moi ça. On va vous donner le pétrole. Et c'est ce qu'ils faisaient. Donc, le pétrole, c'est-à-dire le gaz que Gazprom a donné à la France via NJ dans le mois de juillet-août, c'est-à-dire le mois passé là. Bon, le mois passé, puisqu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui est premier mai? Voilà, le mois passé là. Dans le mois de juillet, NJ n'a pas donné l'argent à la Russie. Est-ce que vous comprenez? L'arnaque du siècle. Donc NJ a refusé de donner l'argent à la Russie, a refusé de donner tout l'argent à Gazprom. C'est pour ça que Gazprom a dit, bon, comme vous n'avez pas payé la facture de trucs de juillet, comment ça se passe? Eux, ils donnent, après, ils payent en fait. Et donc, ils ont donné, ils ont refusé de payer. Donc, les Russes ont dit, bon, comme vous n'avez pas payé l'argent du gaz qu'on vous a livré en juillet là, cette fois-ci, on coupe le gaz. On ne va plus vous livrer parce qu'on vous livre et vous refusez de payer, donc on ne vous donne plus. Voici, c'est ça le problème en fait. Sinon, ce n'est pas une question de dire non, on leur a donné, ils ont refusé de payer, donc la Russie a coupé. C'est clair. Ce n'est pas un chantage à truc. C'est que les médias vous disent, et la vérité là, c'est différent. N'écoutez pas les médias. N'écoutez pas les médias. Quand ils disent Poutine utilise le gaz comme arme, truc de guerre, mais qui avait menacé la Russie? Qui a dit à son ami, premièrement, qu'il allait se désolidariser de trucs de quoi que c'est pas eux qui ont dit qu'ils allaient couper le gaz et le pétrole ainsi que le charbon pour couper l'économie russe et qu'ils ne pouvaient plus continuer à payer ça pour ne pas financer la guerre de trucs Poutine en Ukraine. Mais c'est eux. Maintenant, si ça se coupe, c'est pas eux qui ont sanctionné la Russie pour dire qu'ils veulent plus de gaz, ils veulent plus de pétrole. C'est pas eux qui ont sanctionné. Mais en retour, si Poutine coupe, ils accusent encore Poutine qu'il utilise l'énergie comme arme de guerre. Je n'arrive pas à comprendre en fait la logique de certains Européens. C'est clair. Eux-mêmes ils sanctionnent, eux-mêmes ils disent ils veulent plus, eux-mêmes ils provoquent la chose, après ils crient au secours, mais qui a provoqué quoi? Qui a sanctionné? Qui vous a mis une arme sur la tempe pour dire sanctionner? Pour dire on veut plus de gaz, on veut plus de pétrole, on veut être autonome énergétiquement parlant. Mais soyez autonome maintenant. Voilà, Poutine vous aide à être autonome. Maintenant vous criez au secours. C'est pas la peine. C'est-à-dire, pour apprendre des cours d'économie, allez-y en Russie, là-bas, il y a des vrais cerveaux qui peuvent donner des vrais cours en économie. Les Africains doivent aller en Russie pour étudier là-bas. Parce qu'en Europe, ceux qui sont ici, j'ai l'impression qu'ils ne réfléchissent pas. Ils prennent des décisions qui sont chaotiques, qui pèsent sur le peuple européen. Ils détruisent l'Europe et ils se disent, non, ils combattent la Russie. La Russie est en train de faire un gros bénéfice dans l'énergie. Jamais vu dans l'histoire de la Russie depuis que l'opération a commencé. Et les Européens, c'est ici, ça pèse sur nous les Européens. Nous qui sommes ici en Europe, ça pèse sur nous, ça ne va pas du tout. Et ils sont là, les élites européennes, ils se gavent parce qu'ils sont mieux payés. Ils touchent les trucs, les 10 000 € par mois. Ils ont des chèques, trucs, je sais pas, ils ont des bons, ils ne payent pas de trucs de carburant. Ils ont des gars d'école. Et puis ils disent au peuple de serrer les ceintures. De serrer la ceinture. Et que bon, c'est comme ça. Voilà des gens. Donc à un moment donné, ça suffit. Donc voilà un peu.
Alors, donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne nuit et prenez bien soin de vous. Ciao.